Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Mondial de l'ULM. Bonjour, comment ça va? La conférence Voler à l'étranger ne va pas tarder à commencer. Donc, pour vous la rendre agréable, l'attente, évidemment, je vais vous proposer de vous avancer un petit peu. Voilà, comme ça, on vous verra tous sur la vidéo. Donc, les gens du fond, si vous voulez bien vous avancer, ça sera un peu plus convivial. Donc, il y a Nicolas Ardon qui va arriver, le second vice-président, qui va vous parler de voler à l'étranger, de président de l'OMF, vice-président, premier vice-président de la Fédération française du LM. Karine, Karine de la Malgue, qui va accompagner lui pour parler de la réglementation venus à l'étranger. On a Marc Sgaroni qui est ici, avec Red Golan, organisateur de Red en Europe et en Afrique du Nord, qui pourra aussi intervenir si vous avez des questions et compléter l'ensemble des questions que vous allez pouvoir vous poser ou nous poser. Aucun souci. Et dès à présent, qui a déjà volé à l'étranger? Merci Marc. Bien. Incroyable. Donc, on a au moins 15% de la population présente ici qui a déjà volé à l'étranger. Est-ce que quelqu'un connaît le site de l'OMF? Voilà, vous connaissez le site de l'OMF. Sur le site de l'OMF, vous avez l'ensemble des réponses aux questions que vous allez pouvoir vous poser si vous voulez vous rendre à l'étranger, que ce soit en Italie, enfin dans toute l'Europe, tous ces pays super accueillants et exotiques que vous visitez, il y a de quoi se documenter. Il y a l'ensemble des points de contact que vous pouvez avoir euh, aller voler à l'étranger. Et donc, c'est une plus-value incroyable d'avoir à nos côtés. Donc, je vais aller chercher en courant. Nous sommes désolés pour l'attente qu'on vous a fait assumer, comme on dit, subir. Voilà, il arrive, il est là. Nicolas Ardon, sous les applaudissements. Merci, Louis. Oui, merci Mathieu. Karine. Voilà, je m'excuse, je saute d'une conférence à une autre. Et après, il faudra que je vous abandonne en cours parce que j'en ai encore une autre en cours. On a eu un petit problème d'agenda. On a des réunions qui sont télescopées, enfin des présentations qui sont télescopées. Donc, ULM à l'étranger. Le, le but de cette conférence, c'est vous montrer que non seulement un pilote étranger peut venir en France. Donc là, on laissera Karine Gay de la DGAC nous expliquer un petit peu comment ça se passe, les règles, même si beaucoup d'entre vous les connaissent. Et puis, on peut également facilement aller, au moins en Europe, sans trop de difficultés. La seule chose qu'il faut bien prendre en compte, toujours avoir en tête, c'est que la réglementation ULM dans tous les pays d'Europe est une réglementation nationale. Ça veut dire que chaque pays a ses propres règles. Et c'est tant mieux, je dirais. Parce que si on avait les mêmes règles, qu'est-ce qui se passerait? C'est qu'on n'aurait pas la liberté qu'on a en France aujourd'hui. Parce que quand on fait une règle commune, en général, surtout quand c'est l'Europe qui s'en occupe, en général, ils ne font pas une règle sur la maille, c'est la façon la plus simple, mais on tire toujours vers le haut. Aujourd'hui, si je prends la comparaison avec ce qui se fait en Allemagne, l'ULM en Allemagne est un système certifié. Ce n'est pas la DGAC qui certifie les ULM en Allemagne. Il y a deux organismes, il y a le DAEC et le DULF, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui certifient les ULM. Donc aujourd'hui, on a un système, nous, qui est déclaratif. Juste pour vous donner un exemple, et être bien constant de ça. Donc derrière ça, chaque pays fixe ses propres règles pour l'ULM. Et j'insiste bien, soyez-en bien conscients, pilote français, c'est une chance pour nous. On peut le dire comme ça. Voilà. Donc, voler à l'étranger. Alors, je ne me suis pas présenté, donc Luc Collardo, donc je suis vice-président de FED, mais j'ai une autre casquette, c'est surtout à ce titre-là que je suis là avec vous. Je suis également président de la Fédération européenne de l'ULM, ce qu'on appelle l'OMF, la European Microad Federation, qui en fait est le rassemblement de toutes les fédérations européennes avec lesquelles on dit, les fédérations nationales des différents pays européens, avec lesquelles on discute entre nous, je dirais déjà pour connaître les règles communes qui peuvent exister et puis les spécificités pour chaque pays.
Et pour faciliter tous ces échanges des pilotes qui veulent aller à l'étranger, si vous allez sur le site de l'EMF, hein, vous tapez EMF, hein, EMF, ULM ou EMF Microlight, et il y a une page sur le site de l'EMF qui s'appelle Voler en Europe, Flying in Europe. Et là-dessus, vous allez trouver une fiche pour chaque pays qui est actualisée en permanence par chaque pays, qui va donner d'une part les bons contacts auprès de l'équivalent de la FFU dans le pays ou de l'aéroclub national, mais également les contacts auprès de la DGAC s'il a lieu de demander une autorisation du pays concerné. Donc le site de l'OMF en fait est toujours à jour là-dessus, puisque chaque pays qui met à jour cette documentation. J'attire attention, et je le ferai modifier, c'est comme on a fait la remarque ce matin, sur le site de la FF Plume, il y a des fiches en marque pour voler à l'étranger, mais ce n'est pas du tout à jour. Je n'avais pas fait attention à ça. C'est des choses qui sont un petit peu anciennes, qui datent de l'époque de notre ami Thierry Barbier, que beaucoup d'entre nous connaissaient, effectivement, qui tenait ça à jour, mais effectivement, depuis une dizaine d'années, c'est plus tout à fait à jour. Et donc, on va les enlever. On mettra un lien directement sur le site de l'OMF qui est la base unique qui concerne tous les pays d'Europe et qui est surtout l'avantage d'être tenu à jour directement par les fédérations de chacun de ces pays. Voilà. Je donne l'exemple parce qu'il y a mon ami qui est devant moi. On est en Italie la semaine dernière. Ben, avant d'aller en Italie, j'ai regardé effectivement sur le site Voler en Italie, Flying in Italia. Et puis on a vu effectivement qu'on pouvait aller en Italie sans difficulté, sans autorisation particulière, autre que de faire un plan de vol. Donc l'Italie, c'est très simple. Si je veux aller en Belgique, je ne sais pas s'il y a des amis belges par là. Il y a un Belge par là, non? Voilà. Ben, en Belgique, il y a une réglementation qui impose pour les ULM une autorisation. Donc, il faut demander à l'aviation civile en Belgique, qui coûte une centaine d'euros, je crois, un truc comme ça, pour l'année complète, qui permet, on met un sticker sur son ULM, on peut voler en Belgique sans difficulté. Voilà, donc chaque pays a ses propres règles. Si vous voulez aller en Espagne aujourd'hui, pour aller en Espagne aujourd'hui, un pilote d'ULM espagnol, on lui demande la classe 2. Donc, il demande également la classe 2 pour un pilote français. Donc, ça, c'est en train d'évoluer. La réglementation espagnole est en train de bouger dans un sens plus favorable. Ça va probablement être allégé sur cet aspect-là. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez être en règle, ben, c'est ce qu'il faut faire. Mais la principale chose qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue aéronautique, il faut systématiquement poser un plan de vol quand vous allez en dehors de la France. Ça, c'est le passage des frontières. Ça n'engage à rien. Et surtout, ça vous évite de retrouver avec des avions qui vous prennent en chasse, parce qu'aujourd'hui, les passages de frontières sont très surveillés pour différentes raisons. Vous savez il y a du trafic qui se fait aussi. Donc, les douanes et les organismes militaires surveillent tous les avions qui passent les frontières aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de plan de vol, vous avez une chance sur deux de vous faire attraper par la patrouille, comme on dit, et que ça ne se passe pas très bien. Voilà. Donc, poser le plan de vol, ça c'est impératif. Et un plan de vol n'est pas contraignant, hein. Vous dites, je pars de tel endroit, je vais à tel autre endroit. Et vous pouvez me poser le plan de vol d'une base ULM et une autre base ULM. Donc ça, c'est indépendamment de l'aspect douanier, de l'aspect Schengen. Alors Schengen, c'est assez compliqué parce que ça change tout le temps. Le côté Schengen, aujourd'hui, vous avez peut-être lu il y a 2, 3 jours, l'Allemagne va renforcer ses contrôles douaniers. Donc, et aujourd'hui, si vous allez sur le site de l'Union européenne, l'espace Schengen, normalement, la France a rétabli le contrôle aux frontières. Heureusement, il y a une certaine tolérance qui se fait. Absolument, oui. Allez voir sur le site de l'UE, France, et pour des questions, notamment pendant les JO, en fait, le contrôle aux frontières a été renforcé. Néanmoins, pour l'aviation, il y a une tolérance qui se fait. Et l'intérêt de poser un plan de vol, c'est que les douaniers regardent quand même les plans de vol et sont capables d'identifier, tiens, tel aéronef, tel commande bord qui va à tel endroit, et éventuellement, ils peuvent demander de venir. Donc, intra-Schengen, il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, pour les pilotes anglais, et c'est le cas par exemple pour venir au Moule, ici, les pilotes anglais ne peuvent pas venir directement sur Blois, mais devaient obligatoirement se poser sur un aérodrome douanier avant de venir ici. Parce qu'ils sont pas dans l'espace Schengen, c'est hors UE maintenant. Donc les Anglais qui sont venus, ben, en général, ils se sont posés à Calais pour dédouaner, puis après, ils pouvaient évoluer en France comme ils voulaient. Mais par exemple, les collègues qui venaient d'Italie, d'Allemagne ou d'Espagne ici, espace Schengen, ils pouvaient venir directement sur le terrain de Bourg, qui en plus, pour le temps du en fait, nous, on prévient les services douaniers de Tours, en fait, qui sont libres ou pas de venir ici, mais éventuellement, ils auraient pu organiser, s'ils le souhaitaient, un contrôle douanier des aéronefs qui venaient ici, à partir des plans de vol qui ont été déposés par les pilotes qui s'annonçaient qu'une arrivée à Blois.
mais c'est pas très contraignant parce que ça se fait assez rarement. Donc, pour vous dire que c'est assez simple d'aller voler à l'étranger ou de venir en France. Alors, je vais laisser la parole à Karine qui va vous donner les détails pour venir en France avec un ULM étranger. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens concernés, mais effectivement, donc comme l'a dit Louis, c'est chaque État qui décide un peu de ses règles pour ce qui concerne les ULM. Donc, nous, on a, pour faciliter un peu le trafic des ULM en Europe, nous, on a un arrêté qui permet à des ULM européens de venir en France. Donc, moyennant des conditions, notamment, ils doivent respecter nos limites de masse, de puissance, de vitesse de décrochage. Il doit également le pilote doit avoir un brevet ULM parce qu'il y a certains pays qui délivrent pas de brevet ULM, etc. Donc nous, voilà, on demande à ce que le pilote ait un brevet ULM. S'il n'en a pas dans son pays, il doit avoir celui français. Voilà, et il peut donc venir voler en France voilà, comme il veut. Il n'y a pas de limite de durée dans notre arrêté. Certains pays en mettent, eux, dans leurs arrêtés. Je pense par exemple à l'Angleterre. On peut aller voler, vous pouvez aller voler en Angleterre sans trop de difficultés, mais il y a des limites de durée de 28 jours chez eux. Pareil à Jersey, Guernesey, 28 jours. Voilà. Voilà, bon, nous, le choix n'a pas été fait de limiter en durée. Donc, mais bon, la contrainte principale, c'est effectivement qu'ils doivent respecter nos limites de masse ULM, voilà, que vous connaissez de maximum take-off weight. Voilà. Ce qui peut être un peu contraignant pour eux, et notamment le 600 kg, voilà, n'est pas possible. Chez nous, ils ne peuvent pas venir avec un ULM 600 kg voler chez nous. Voilà. Si ils souhaitent quand même venir, et bien dans ce cas-là, il faut demander un laissez-passer auprès du pôle navigabilité de la DESAC. Voilà, ça a un coût et puis surtout, ça aura une durée limitée. Voilà. Le laissez-passer ne permet pas de voler au-dessus de la France de façon illimitée, voilà, à volonté. Mais en général, il est accordé pour une quinzaine de jours de mémoire. Alors, le laissez-passer est accordé si c'est soit pour du survol du territoire, un ULM qui voudrait aller de Belgique en Espagne et qui doit survoler la France, donc et qui ne respecte pas la contrainte de notre arrêté européen. Donc là, les laissez-passer peuvent être délivrés. Ça peut être aussi pour un aller-retour d'un pays étranger à la France, pour faire l'aller-retour, quelqu'un qui voudrait amener son ULM quelque part pour faire de la maintenance et le ramener chez lui à l'étranger. Et si c'est pour du loisir, c'est le pôle navigabilité donne des laissez-passer sur une durée de 3 fois 10 jours, qui peut être cumulable en 30 jours, voilà, sur 12 mois glissants. Donc, ça reste des durées. Voilà, il y a une certaine souplesse après. À vous de justifier, effectivement. Voilà. Mais il y a une limitation quand même. On parle bien là, des ULM. Qui ne cadre. respectent pas Voilà. nos Plus de 525 kilos. Voilà. Je prends l'exemple pour le MULM. On a une cinquantaine d'aéronefs étrangers qui sont inscrits. Je ne vais pas pointer s'ils sont tous là. Et on en avait, sur les 50, on en avait 6 qui dépassaient les 525 kilos. Donc, c'est quand même pas une grosse majorité. Mais pour cela, pour le MUL, je fais une toute petite parenthèse, juste pour expliquer pourquoi vous n'avez pas besoin de faire une déclaration à un pilote étranger. C'est qu'on a un accord avec la DGAC, entre la DGAC et la FF Plume, on a un système dérogatoire qui, lorsqu'un événement est organisé par la Fédération française du LM, typiquement une compétition internationale ou un rassemblement comme le MULM, en fait, nous, on tient à jour la liste des pilotes qui viennent dans le cadre de cette dérogation qui existe. Donc, ils n'ont pas besoin de demander un laissez-passer unitaire. C'est nous qui fournissons à la DGAC la liste des aéronefs qui sont concernés. Donc, ça simplifie beaucoup les démarches. C'est ce qui permet aux pilotes allemands, belges, etc., qui ont des machines éventuellement à 600 kg, de venir au MULM avec très peu de contraintes, hormis celle de faire un plan de vol. Voilà. Donc ça, c'est un petit cas particulier. Mais la règle générale, machine hors réglementation, hors cadre de réglementation française, effectivement, il faut demander à laisser passer. Le coût, je crois que c'est 50 €. 50 €, voilà. Bon, c'est des choses, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu tort de nos amis étrangers, bon, sur lequel on réfléchit, peut-être à terme, voir mettre ça sur un portail, faire ça en ligne, des choses plus simples, parce que c'est vrai que le pôle navigabilité, c'est pas toujours très simple, parce qu'ils sont assez chargés. Donc, c'est des réflexions qu'on a.
pour faciliter un peu les choses. Mais effectivement, il faut, et ce n'est pas juste une contrainte pour le plaisir, c'est pour que l'aéronef puisse voler en France, il faut qu'il rentre dans le cadre de la réglementation française ULM. Sinon, entre 525 et 600, ce n'est pas un ULM, ce n'est pas un avion. Donc, c'est un cadre qui correspond à rien. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cette exigence de demander à laisser passer. Mais ça concerne peu de machines et franchement, ce n'est pas très contraignant puisque les laisser passer, sauf erreur, moi je vois, il y a quelqu'un de la navigabilité qui est là, il n'y a pas de difficulté pour l'accorder, les laisser passer en général. Voilà, ah, tu confirmes. Voilà. Non, je dis simplement ce qui pourrait être amélioré, c'est peut-être à terme d'avoir un petit outil, pouvoir faire ça un petit peu en ligne sur le portail PM ou quelque chose comme ça, qui permettra de faire un système déclaratif plus simple, qui fera gagner beaucoup de temps à tout le monde et d'avoir une réponse directement par retour. Donc ça, c'est quelque chose, on en a déjà discuté, qui est dans les réflexions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour aller à l'étranger ou pour venir en France, hein? Oui, bien sûr. Deux. Aérodrome douanier, quand on vient, oui. Oui. Non, je dirais une certaine tolérance. Si tu prends les textes officiels, théoriquement, oui, il faudrait aller sur un aérodrome douanier. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai posé plusieurs fois la question aux douanes. Ils ne sont pas déjà tous d'accord entre eux. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Voilà. Et bon, vu que ça concerne très peu d'aéronefs, ils ne sont pas très embêtants là-dessus. Mais eux, moi, ce qu'on m'a répondu, c'est que le fait de poser un plan de vol, de toute façon, ils ont accès à tous les plans de vol qu'on pose. Donc, ils savent d'où tu es parti, où tu vas. Donc, ils peuvent très bien venir à l'arrivée. Et quand tu clôtures le plan de vol, normalement, c'est que tu es arrivé à destination. Voilà. Aujourd'hui, mais si tu prends le texte sur le site de l'UE, je vous invite à aller regarder par curiosité sur le site de l'UE, vous allez voir que les contrôles, enfin, les contrôles aux douanes ont été rétablis en France depuis plus de 2 ans. On ne le sait pas trop, mais même si les frontières, il n'y a personne, il peut à n'importe quel moment faire du contrôle. C'est ça qu'on appelle un contrôle douanier rétabli. Ce n'est pas systématique, mais ils peuvent le faire quand ils ont envie, à convenance, on va dire, comme ça. Voilà. Je t'en prie. Attends, un peu plus fort. Ah, de EMF. EMF, vous faites EMF, Microlight, vous êtes tombé sur le site. EMF, European Microlight Federation, IMF. Voilà, il faut le dire en anglais. Voilà. Et là-dessus, il y a une page, vous avez dans le bandeau en haut, Flying in Europe. Et là, vous allez trouver un espèce de catalogue, il y a une quarantaine de pages avec tous les pays et toutes les dispositions pour chaque pays. Et ça, c'est toujours tenu à jour. Voilà. Oui. Alors, je reformule, tout le monde n'a pas entendu. Donc, je dis par exemple, sur l'Italie, mais également en Allemagne, il y a de plus en plus de RMZ, notamment autour d'aérodromes de moyenne dimension. Donc, RMZ, tout le monde sait ce que c'est, un Radio Mandatory Zone, donc un radio obligatoire sur ce secteur-là. Donc, avec une fréquence, donc vous vous mettez sur la fréquence, et la radio est obligatoire pour passer dans ce secteur-là, où il y a aussi des TMZ, des transpondeurs aussi obligatoire aussi. Donc ça, il y en a en Italie, mais il y en a également en Allemagne, il y en a en France aussi, il commence à y en avoir quelques-unes. Pour regarder en fonction. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Alors typiquement, voilà, ça c'est intéressant comme remarque, parce que typiquement, ce sont quelquefois des règles nationales. C'est-à-dire que cette règle en Italie n'est pas nécessairement la même qu'en Allemagne. Donc c'est là où c'est important de se renseigner avant auprès des usagers du pays, parce que je disais, chaque réglementation, y compris dans les espaces aériens, il y a les grandes règles générales et EASA et réglées, mais après, il peut y avoir des petites spécificités. Il y en a d'un certain, la RMZ, il faut systématiquement contacter avant d'entrer dans la RMZ et on doit rester en veille, mais on n'a pas besoin d'être tout le temps en contact avec eux. Je prends un exemple qui se passe en Belgique aujourd'hui. En Belgique, maintenant, ils ont mis un système qui est assez astucieux, sur lequel il y a une réflexion d'ailleurs qui se fait dans d'autres pays, y compris en France, d'afficher un code transpondeur dans le SIV. Et ce code transpondeur, c'est plus 7000, mais c'est un code spécifique qui veut dire
OSIV qui vous voit sur son radar. Il dit, je suis à l'écoute de votre fréquence. Et il peut vous appeler à n'importe quel moment. Ils savent que si vous affichez, je sais pas, le code 7230, ils peuvent vous contacter si besoin. Mais vous n'avez pas besoin de les appeler, mais ils savent que vous êtes en veille radio sur cette fréquence-là. Système utilisé en Belgique. Voilà, mais c'est des règles propres à chaque pays, ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien les voir sur le site de l'OMF et, si possible, de se renseigner auprès des pilotes locaux. C'est vraiment ce que je recommande avant d'aller en Italie, en Belgique. Contacter un club local qui vous dira, ben voilà, quelles sont les règles chez nous pour venir à tel ou tel secteur. C'est vraiment des règles très spécifiques. Donc, je ne peux pas donner une réponse absolue parce que ce que je vais te dire pour l'Italie, et en plus, l'Italie, c'est plus compliqué s'il y a même des provinces. Alors, voilà. Et qui ont des fois des règles propres. Je pense pour les parcs nationaux, par exemple, des trucs comme ça. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, il faut faire assez attention à ça. Donc, c'est des règles souvent propres au pays. Voilà. De même façon qu'un pilote étranger qui vient en France, on a une règle bien précise pour les RMZ, effectivement, et que le pilote étranger qui vient en France, ben, s'il n'applique pas la règle de la RMZ française et qui veut faire comme en Italie, la fashion code transpondeur, ça ne suffit pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut contacter l'organisme, par exemple. Voilà. Pardon? Non. Il y a des zones, certains endroits, mais c'est. Voilà. Hmm, tout à fait. Oui, oui. Voilà. Exactement. Ouais, ou même tu n'as même pas besoin de t'annoncer en Advanzato. Tu t'annonces en ULM, il voit que tu as un transpondeur, même un UM français, il t'intègre automatiquement comme quoi tu es en Advanzato. Oui, tu leur dis oui. Voilà, 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 voilà. Mais c'est là où j'insiste, ce sont des règles propres à chaque pays. Donc, il n'y a pas une règle générale. Ce qui se fait en Italie ne se fait pas partout ailleurs. Voilà. Et en Belgique, c'est encore d'autres règles. Voilà. Il y avait une question là-bas au fond. Ouais. Alors, je te passe le micro parce que. Merci. On disait tout à l'heure qu'il fallait donc régler la fréquence par rapport à la RMZ, mais ça veut dire qu'on est tous en modeste. La RMZ, le transpondeur est obligatoire, oui. Mais si c'est juste une RMZ, c'est juste la radio. Hein? Si, pour la DMZ, je ne sais pas ce que c'est ça par contre. Tu connais la DMZ? Ah, une TMZ. Ouais, transpondeur. Ouais. Ah, TMZ, oui. Tu affiches ton transpondeur. Il veut simplement que tu aies un transpondeur. Il y en a en France des TMZ. Hein. Du côté dans les zones dans le sud d'Avignon, là-bas, il y a une TMZ, par exemple. Donc, tu dois avoir un code transpondeur, soit 7000, et obligatoire. Il te voit. Tu te mets sur la fréquence du secteur où tu vas, un peu comme en Italie, et éventuellement, ils peuvent t'appeler. Voilà. C'est le principe de la TMZ. Tu dois rester sur la veille radio du secteur de la TMZ où tu vas. Voilà. Mais ça, c'est des règles de l'air général. Hein, voilà. Oui. Ah, c'est subtil, quelquefois. Oui. Ah, l'anglais. Ah, ça, c'est une grande question. FCL 055. Alors, le FCL 055, vous devez effectivement avoir le FCL 055, le level, je ne sais plus combien, 3? 4, 4, 4, pardon, 4. 4, effectivement, si vous utilisez espace aérien contrôlé. Contrôlé. Par contre, si vous avez de base ULM à base ULM, hors espace contrôlé, ce n'est pas indispensable. Passage de frontière, tu n'es pas dans un espace contrôlé. Bah, faut t'annoncer, effectivement. Bah, pour avoir un minimum. Après, ça me paraît du bon sens. Je ne vais pas aller me balader au milieu de l'Angleterre si je pipe pas un mot d'anglais, quoi. Enfin, ça me paraît du bon sens. Après, il faut un minimum. Par contre, réglementairement, enfin, moi, la liste qu'on en a nous, au niveau de la FF Plume, c'est que si vous êtes dans un espace contrôlé, donc C ou D, hein, principalement, parce que du E, il n'y a pratiquement qu'en France. Donc C ou D, je ne parle même pas du A et du B. Hein. Oui, on n'y va pas. C'est pas pour nous. Effectivement, il faut avoir le FCL 55 niveau 4, effectivement. Bon, qui n'est pas si compliqué que ça à passer, hein. Beaucoup de clubs le proposent. Hein. Ouais. Voilà. Oui, tu demandes une attestation. Alors, souvent, ça se fait. Il y a des clubs qui proposent des formations à l'attestation, ça suffit. Enfin, je ne sais pas, Karine, comment on fait ça en Non, général. il faut, oui, vous demandez une attestation Voilà. et vous la gardez bien avec vous. Voilà. Il me semble. Ouais, ouais.
Ouais. Non, mais il faut la demander, il faut en demander une. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Mais ça existe dans le sens aussi. Un pilote étranger qui vient en France, soit il doit avoir le FCL en anglais, soit il peut avoir le FCL en français aussi. Eh ben oui. Si vous parlez italien couramment, vous n'avez pas besoin de parler, c'est bon. Vous faites les procédures en anglais ou en italien ou en espagnol, ça marche aussi. Puisque la langue anglaise n'est pas encore obligatoire dans tous les espaces aériens. Alors certains pays sont en train de petit à petit de l'imposer. Il y avait la Suisse qui a fait une tentative, ils ont fait marche arrière, ils voulaient imposer l'anglais dans tous les espaces contrôlés. Le canton de Genève s'est battu un peu pour garder quand même la possibilité d'utiliser le français dans le canton de Genève pour les espaces aériens. Mais à un moment donné, ils voulaient imposer l'anglais. Une petite anecdote, mais voilà, pour vous dire, là encore des règles nationales. Voilà. D'autres questions? Oui, bien sûr. Je te passe le micro. Sur le site de l'EMF, est-ce que vous envisagez d'étendre la liste des pays à, par exemple, le Canada, Maroc, USA, au moins de manière participative, pour savoir au moins si c'est possible de pouvoir voler là-bas en ULM et qui contacter C'est une bonne question. Alors, l'OMF a pour vocation d'être un club européen, comme le porte son nom. Mais c'est vrai que pour quelques pays, je pense les États-Unis, le Canada, enfin quelques grands pays d'aviation, on pourrait l'imaginer. Par contre, on ne va pas faire tous les pays du monde. Mais effectivement, je prends ta remarque. Effectivement, c'est quelque chose surtout qu'on a des contacts en fait avec le Canada, c'est assez facile. Avec les États-Unis aussi, on a des contacts aussi. Ouais, ouais. Donc, c'est une bonne suggestion. Ouais. On n'avait pas prévu, mais ça peut s'envisager. Voilà. Mais déjà, bon, l'Europe est grande, hein. Pour aller jusqu'en Islande, hein, on n'est pas loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez des gens de la DGAC qui sont là aussi. Il y a des questions vraiment réglementaires. Donc, on a plein d'experts. Il y a Karine ici. Il y a des gens un peu disséminés dans la salle qui peuvent répondre à vos questions sur ces sujets. Ouais, c'est vrai. Hmm. C'est compliqué en Espagne. Et ils sont en train d'essayer d'harmoniser ça. Moi, j'ai revu que j'étais au printemps là, en Espagne avec l'EMF. Là, on a même rencontré les gens de la DGAC qui sont conscients que c'est compliqué et qui travaillent sur une simplification. Donc, c'est dans leur volonté. Après, comme souvent dans les administrations, ça prend un peu de temps. Excuse-moi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Parce que, non, mais en fait, l'explication, elle est simple. C'est que dès qu'on veut changer des aspects réglementaires, il y a tout un processus à la fois rédactionnel, de validation, etc. Mais il y a une volonté de l'Espagne de simplifier. Et là, EPAL en Espagne, qui est l'équivalent de la FFPIM, en fait, travaille en grande proximité avec la DGAC, puisqu'en Espagne, ça s'appelle la DGAC aussi, pour essayer de simplifier ça. Voilà. Ouais, 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 voilà. Ouais. Et puis ils ont mis en place un site internet qui marche pas, qui marche pas. On s'inscrit mais on n'a pas la réponse, donc voilà, donc c'est pas terrible. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Oui. Changer entre deux appareils. Est-ce que le transpondeur de l'un ou de l'autre peut être obligatoirement en vol Sierra ou est-ce qu'un transpondeur seul Alors, il y a beaucoup de questions à la fois. Il y a trois questions, oui. Mais, voilà, mais j'essaie de répondre à chacune des questions. Est-ce qu'on peut voler en patrouille? Oui, c'est possible. Alors, ça dépend si tu notamment si tu vas dans un espace aérien contrôlé. En fait, c'est l'appréciation du contrôleur. Prends l'exemple, on l'a fait, je ne sais pas s'il y en a des. Moi, j'étais en Italie, là, il y a combien? Il y a 15 jours, là, chez Gaetano, là, à côté de nous. On a fait le transit côtier, donc on est sorti à Fayence, Cannes, Nice. On passe la frontière au niveau de Monaco, on va jusqu'à Gênes. Donc là, on était en contrôle avec Nice, Nice Contrôle, avec le transit côtier 500 pieds sol. On était quatre appareils. Donc là, on était effectivement en patrouille avec chacun Alors, à l'aller, on avait un code transpondeur pour le premier qui annonçait pour la patrouille, les autres ont intéressé sur 7000. Et au retour, il nous a donné à chacun un code transpondeur. Donc, c'est à l'appréciation du contrôleur. Il n'y a pas une règle absolue. Parce qu'à l'aller, c'était le contrôleur français. Au retour, c'était le contrôleur italien. Le contrôleur italien, vous prenez chacun un code transpondeur.
Voilà, bon, c'était pour dire que c'est à l'appréciation du service contrôle qui gère ce volume d'espace. Voilà. Alors après, ben, il y a, dans tous ces pays, il y a un service de l'aviation civile, hein. Vous appelez CAA États-Unis, vous allez trouver donc Civil Aviation Authority, donc vous allez trouver des informations. Et en général, comme sur le site de la DGAC en France, alors la presse, effectivement, c'est tout en anglais, même si le site de la DGAC, il y a des rubriques en anglais pour les pilotes étrangers, notamment ce que expliquait Karine, en fait, on le trouve également en anglais. Mais tu vas aux États-Unis ou au Canada. Alors, au Canada, c'est un peu mieux parce que côté Québec, effectivement, ils parlent français. Mais tu vas trouver effectivement des informations pour les pilotes étrangers en principe sur le site. Voilà. Il y a toujours au moins un téléphone. Mais ce que je recommande, c'est soit il y a l'équivalent d'un FF Club, un club qui gère l'ULM dans le pays, soit ce qui est très pratique, et c'est les contacts qu'on donne nous sur le site de l'EMF, c'est ce qu'on appelle l'aéroclub national, l'équivalent d'aéroclub de France. En fait, dans certains pays, eux, ils gèrent toute l'aviation. Voilà. Nous, c'est déconcentré avec des fédérations, mais dans certains pays, en Italie, par exemple, c'est le Royal, enfin, l'aéroclub national italien, en fait, qui gère l'ensemble. En Espagne, c'est le Royal Aéroclub d'Espagne qui gère l'ensemble de l'aviation. Donc, tu prends le contact, le Royal Aéroclub d'Espagne, hein, le RAC, et puis tu trouveras un contact qui te donnera les informations. Voilà. Le mieux, c'est de contacter le pays localement. Voilà. C'est bon? Une dernière? Allez. Oui, oui, oui. Voilà. Et éviter de faire des patrouilles de 10 appareils parce que c'est ingérable. Un contrôleur, il sait gérer 2, 3, 4 appareils, ça va. Mais je ne suis même pas sûr que ça passerait, d'une part. Voilà. Mais jusqu'à 3, 4 appareils, ça passe. Voilà. Mais faire plusieurs patrouilles, c'est beaucoup plus facile avec des vitesses qui se rapprochent des aéronefs. Parce qu'une patrouille, normalement, on n'est pas espacé de 10 nautiques chacun. Les appareils, c'est à peu près un nautique maximum entre les appareils. On est vraiment en vol à vue. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je sais quand on est, toujours quand on était en Italie, on a eu une petite remarque, c'est qu'il y en a un qui était beaucoup plus éloigné. Il dit, ben, il est avec vous dans la patrouille. Il dit oui, mais bon, il va un peu moins vite, machin. Donc, du coup, on a ralenti devant. En fait, tu vois, c'était. Alors là, un truc qui est très pratique, par contre, des vols en patrouille, c'est utiliser Safe Sky quand on est en groupe comme ça. C'est génial parce que vous voyez tous les collègues qui sont sur le trait. S'il y en a un qui en prend du retard derrière, vous allez le voir qui se détache ou qui est un peu en dehors du parcours et vous allez pouvoir le contacter. Alors, ce qu'on fait effectivement, je n'ai pas répondu à une de tes 3 questions, c'est qu'effectivement, nous, en France, on utilise le 1, 2, 3, 4, 5 pour discuter entre nous. Dans d'autres pays, il y a l'équivalent du 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas, Gaëtano. Ouais, ouais. C'est 1300 en Italie. 1300 en Italie, donc c'est le 130.00 qui est utilisé, qui est la fréquence passe-partout. Ce qui n'est pas très pratique parce que 130.00, c'est une des fréquences qui est utilisée en montagne chez nous. Voilà, bon. Vous voyez, c'est pour ça que le 130, c'est un petit problème, et aussi l'utilisation de 130. Voilà. Tu peux le clôturer en vol. Quand tu es en vue du terrain d'arrivée, tu dis je suis en vue du terrain d'arrivée, tu clôtures. Mais si par hasard, vous n'êtes pas très sûr de votre transaction radio, que ce n'est pas bien passé, que vous n'avez pas eu une collation comme quoi c'est bien confirmé la clôture du plan de vol, il doit vous le dire, par sécurité, un petit coup de fil, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un plan de vol qui n'est pas clôturé, parce que là, ça déclenche l'armada. Voilà. D'accord? Alors, et un petit truc aussi sur vos plans de vol, systématiquement, de plus en plus maintenant, les contrôleurs le font quand vous le déposez par téléphone. Mettez votre numéro de téléphone portable. C'est un petit détail pratique qui permet éventuellement de vous rappeler si des fois vous avez perdu la radio en route, etc. Vous n'avez pas pu clôturer comme vous voulez. Il y a le téléphone. Éventuellement, ben, une fois que vous êtes posé, au bout de 2 heures, il regarde votre autonomie. Au bout de 2 heures, le gars, il va vous appeler. Donc, mettez systématiquement votre numéro dans les remarques en bas du plan de vol. Là, mettez votre numéro de téléphone portable. C'est un petit truc et qui peut vous rendre de grands services à tout le monde. Voilà. Encore? Vas-y. En espace Schengen, c'est possible. Ouais. Oui, oui, c'est possible. Comment? Hors Schengen, non. Passage frontière, hors Schengen, là, c'est clair, c'est les douanes. Obligatoire. Ouais. Ouais.
Très clair. Par contre, vous pouvez faire un truc mixte, c'est-à-dire un terrain d'ULM, un aérodrome, un terrain douanier de l'autre côté, c'est pas grave ça. Voilà. Oui. Un Français qui va sur l'étranger, oui, hors Schengen. Non, 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 si c'est en Schengen, hein, tu parles. Dans l'espace Schengen, j'ai expliqué tout à l'heure, je pense que ah, hors Schengen, oui, oui, tu pars d'un aérodrome douanier. Tu dois passer, toi, typiquement, je pars d'ici, je vais aller en Angleterre, je vais m'arrêter à Tours, qui est un aérodrome douanier, donc là, il y a des douanes en permanence. En principe, regardez bien les PPR pour les douanes, quelquefois, parce que des fois, c'est 2 heures, ils ne sont pas toujours présents au bureau. Donc là, si vous arrivez à Tours maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait un douanier un samedi, peut-être, le dimanche, j'en suis moins sûr. Ou à Calais. Pour l'Angleterre, le mieux c'est Calais. À Calais, vous êtes sûr qu'il y a toujours quelqu'un. Voilà. Mais assurez-vous effectivement qu'il y a bien quelqu'un aux douanes. En général, il y a un numéro de téléphone. Mais là, effectivement, avant de faire l'étape frontière, le channel, là, passer par un terrain douanier, c'est obligatoire. Parce que sinon, les douaniers anglais risquent de vous attendre aussi. Voilà. Voilà. Ah, en principe, oui. Oui, oui, oui. Pour moi, oui. Oui. Ouais. Oui, ah ben, c'est pas dit. En Italie, on a deux types de vols, le basique et l'avancé. L'avancé peut voler dans des espaces aériens contrôlés et on peut aller à 5 à 6, un leader et 4 ou 5. Ou sinon, on peut voler dans les espaces basiques sans aucune autorisation. Donc en Italie, effectivement, donc, je crois que tu avais souligné tout à l'heure, il y a 2 règles pour les ULM. Il y a les Avanzato, c'est des ULM équipés, grosso modo, avec des transpondeurs et puis une compétence radio. Par contre, le basique, c'est l'ULM de base, il n'y a pas de radio obligatoire, pas de transpondeur, il n'y a rien, à la limite, c'est 1000 pieds maxi. Et là, tu peux faire le tour des CTR, etc., dont tu fais des zig et des zags, mais tu peux voler à moins de 1000 pieds, tu peux aller où tu veux en Italie, sans problème. Voilà, il faut rester bas. 1000 pieds, c'est pas très haut quand même, hein. Mais bon, oui. Oui, oui, le plan de vol, comme on peut le clôturer en vol avant l'arrivée, on peut très bien activer, en général, d'ailleurs, on active le plan de vol une fois qu'on part en vol. En général, dès qu'on est avec un organisme de contrôle. Typiquement, quand on va en Italie, on décolle de Fayence, le plan de vol, on l'active dès qu'on est avec le contrôle de Cannes ou de Nice, par exemple. Hein. Voilà. Bah, dans le sens, pareil, quand tu reviens, es avec le contrôle de Gênes, par exemple, bah, tu vas activer le plan. Milan, pardon, Milan. Passage frontière, je rappelle, j'ai dit tout à l'heure, je répète, le plan de vol est obligatoire quand vous passez une frontière, dans tous les cas. Sinon, vous allez vous attirer des ennuis. Alors, ça c'est une bonne question, parce que justement, poser le plan de vol, il y a plusieurs façons de poser un plan de vol. Soit vous posez un plan de vol directement en ligne sur vos smartphones. Maintenant, il y a l'appli. Euh, non, 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 non. Oui, alors Scademon le fait automatiquement, mais l'appli DGAC, là, j'ai oublié le nom. Sophia Briefing. Sophia Briefing, vous pouvez le poser directement en ligne. Sophia Briefing, ça part. Attendez, je termine. Voilà. Ça marche de France. Par contre, si vous le posez notamment par téléphone, le plan de vol, vous devez le poser à l'organisme du pays de départ. Voilà, donc si je vais d'Italie en France, je dois le poser effectivement sur l'organisme à Milan. À une époque, on pouvait le faire, on appelait Bordeaux, même si on était en Italie, mais apparemment, ils ne veulent plus, ça ne marche plus. Mais ça a eu marché, mais plus maintenant. Donc vous pouvez poser votre plan de vol par téléphone, et moi je dis c'est souvent le plus pratique, parce que si le plan de vol n'est pas correct, ils vont tout de suite vous dire, ah, là il manque un truc, il me manque une info. Parce que sinon, vous l'envoyez, vous n'êtes jamais très sûr qu'il soit bien pris en compte. Si vous faites par téléphone, vous êtes pratiquement sûr que toutes les... Parce qu'il le fait directement en ligne avec vous. Donc moi, je recommande, en général, faites-les plutôt par téléphone. Exactement, voilà. Mais si vous n'appelez pas le bon, il va vous dire, appelle l'autre. Hein. Voilà. Oui, exactement, voilà. On n'a pas de surprise par téléphone.
Tout à fait. C'est c'est pour ça. Numéro de téléphone, vous regardez sur le site de la DGAC anglaise, vous allez trouver FPL Deposit, là, un truc comme ça, et vous avez un numéro de téléphone. Moi, je vous recommande de les faire par téléphone. Très franchement, vous êtes tranquille. Parce qu'il y a plein de sites où on peut. Il y a même maintenant, avec l'application SkyDemon, en vol dans votre appareil, vous faites votre plan de vol dans SkyDemon, vous appuyez sur une touche, ça envoie le plan de vol. C'est fantastique. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il est bien parti, qu'il est bien complet? Normalement, voilà même. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. C'est bon? Ah, une dernière question. Oui. 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 Et pareil, vous demandez aux pilotes locaux. Vous appelez Gaetano, il va vous donner le numéro de téléphone. Hein, hein Gaetano, if we need the phone number for the flight plan, you can give it. Here it. Oui, allez, dernière question. Oui. Ouais. Yes, effectivement, je suis d'accord avec toi. Voilà. Voilà. Ouais. Peut-être, c'est des règles qui varient. Voilà. 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 Mais ce que je dis, moi, dans le doute, on veut faire les choses deux fois pour rien, qu'une fois, on l'a pas fait, parce qu'un plan de vol non clôturé du tout, ça peut déclencher des procédures plus complexes. Je sais pas, il y a des gens de la GTA là, qui sont par là, ils étaient là tout à l'heure. On déclenche des recherches, vous savez, il y a deux procédures là. Plan de vol non clôturé, le contrôleur, il va avoir obligation de déclencher une procédure, il n'a pas le choix, il est obligé de le faire. Je ne connais pas suffisamment, je ne sais pas. Bah, mais moi, j'ai mis le clôturé même en Angleterre. Ouais. Ouais. Hmm. D'accord. Ouais, C'est vrai. Et ces infos, je vous dis juste, vous pouvez les trouver en fait sur le site internet de la DGAC. Euh, ouais, tout à fait. tout à Voilà. fait. Ouais. Ouais. Il faut bien distinguer le plan de vol du volet douanier. C'est deux choses distinctes. Le plan de vol, c'est aéronautique. Volet douanier, c'est douanier. Voilà. Après, l'obligation de plan de vol, normalement, une exigence CERA, donc c'est un règlement européen. Donc, ça concerne tous les pays européens. Et l'exigence CERA dit qu'il faut un plan de vol s'il y a un passage de frontière, sauf entente entre les pays, les deux pays, quoi. Donc, peut-être qu'il y a des pays qui se sont mis d'accord pour dire il n'y a pas besoin de plan de vol si vous venez d'Autriche et vous allez là. Voilà. Mais normalement, ça s'applique à tous les pays européens. Donc, par précaution, je vous invite à poser des plans de vol, c'est plus sûr. Et à les clôturer, parce que voilà, c'est plus sûr aussi. Ah. Donc, avant de clôturer, moi, je voulais remercier déjà Karine, les gens de la DGAC qui sont là, et vos questions. Je vais vous laisser un tout petit mot que vous allez faire à part. Parce qu'on a un grand voyageur qui organise des rallyes, des raids, puisque tu dois aller au Sénégal là, d'ici 15 jours, c'est ça, un truc comme ça? Voilà, en 15 jours. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je te laisse faire une petite promo de ton opération. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à vous. Et puis, à disposition, s'il y a des questions, écrivez aussi de la FF Flum, je suis joignable. Louis Collardo, voilà. Merci bien. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Marc Sgaroni. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai créé et j'organise sous l'appellation de Raid Gaulois des voyages à l'étranger, partout en Europe, en Afrique. Donc, assez régulièrement, chaque année maintenant, depuis un petit moment, je descends sur le Sénégal, faire le tour du Sénégal pour les inscriptions.
Donc, je ne vais pas vous mobiliser trop longtemps. Je fais pas mal de choses aussi avec les plans de vol, surtout les réglementations administratives et les droits administratifs pour les survols des pays demandés quand c'est exigé. Mais il ne faut pas vous retenir aussi trop longtemps. Je suis présent sur le site GLA Greylight Aviation si vous voulez des informations ou des renseignements, ou aller sur mon site Red Gaulois. Et puis, je vous répondrai à vos questions, à vos demandes et tout partager voilà, 15 ans d'expérience de voyage et une trentaine de voyages réalisés à ce jour, un peu partout en Europe. Là, cette année, on a fait un tour du Maroc, la Hongrie, visite de Budapest, la Croatie, Split, Brač, Zagreb, les pesées en Italie, Venise, chez nos amis où je viens très régulièrement. Surtout, tiens, j'en profite de faire la promotion de la base de Alcazal chez l'ami Sandro, qui est une très belle base avec l'hôtel et tout dessus. Il ne faut pas hésiter, ils sont trop sympas. Et puis après, pour le Maroc et la Mauritanie, le Sénégal, c'est des demandes administratives, des dossiers à préparer pour obtenir les droits de vol. Voilà, et les autorisations de survol et d'atterrissage. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions ou vous me rejoignez sur le stand là-bas, c'est comme vous voulez. Bon, merci à tous. Et puis, je vous souhaite à tous de bons vols. Profitez bien, voyager, c'est bien, c'est partager, faire des belles rencontres. Oui. Le site, ça s'appelle Red Gaulois. C'est le Red Gaulois. Voilà, je crois que. Ouais. Red Gaulois, après, j'ai quelques flyers si vous voulez. Il y a des sites. Et c'est à voir. Non, moi, je suis basé en Vendée, mais là, je profite de l'ami Jérôme Canel qui m'accueille sur son stand pour faire des promotions et l'aider à son stand. Salut. Bon vol à tous.